Bonjour et bienvenue sur Data Driven 101, le podcast qui s'intéresse aux applications concrètes et variées de l'intelligence artificielle et de la data. Je suis Marc Sanselme, spécialiste en IA et je reçois chaque semaine des professionnels pour nous partager leurs expériences et leurs visions sans filtre. Aujourd'hui, je reçois Éloi Morlas, software engineer chez WhatsApp. Ingénieur français spécialisé en data science aux US, Éloi passe 3 ans en data science chez Facebook avant de rejoindre WhatsApp il y a 4 ans en software engineering. Bonjour Éloi. Bonjour Marc, merci de me recevoir. Grand plaisir. Est-ce que tu peux nous parler un peu de WhatsApp en général et de ton rôle en particulier ? Ouais, alors pour commencer sur WhatsApp en général, donc c'est une acquisition de Facebook. Tout le monde connaît, c'était acquisition en 2014. C'était déjà une app qui marchait plutôt très très bien. Il y avait entre 400 et 500 millions de monthly active users. Déjà gros truc pour seulement 60 employés à l'époque. Donc gros rachat, 15 ou 20 milliards sur le rachat à l'époque, donc gros big bet de Zuckerberg dessus. Et voilà, et depuis ça a beaucoup ça a super bien marché, énorme croissance et une des messageries la messagerie la plus utilisée au monde. Voilà, et du coup moi j'étais d'abord chez Facebook, c'était Facebook à l'époque, pas Meta, en data science dans les équipes infrastructure. Donc on aidait les équipes qui géraient les data centers, qui géraient toute l'infrastructure de Facebook à faire des décisions plus data driven. Et ensuite j'ai switché en interne parce que du coup WhatsApp c'était une boîte en interne, pour aller à WhatsApp, dans l'équipe dans laquelle je suis actuellement, qui est en fait l'équipe qui gère tous les appels WhatsApp, le back-end pour les appels WhatsApp. Ok, donc tu disais on était à 450 millions d'active users au moment où au moment du rachat, et aujourd'hui ça ressemble à quoi ? Aujourd'hui, c'est entre 2 et 3 milliards, plus on s'approche des 3 milliards d'utilisateurs. Ok. Monthly active. 6x, grosse croissance. Ouais. Alors, quel genre de data est-ce que vous traitez dans une boîte comme WhatsApp ? Donc, d'abord, on est très précautionneux avec la donnée. C'est vraiment, on essaie de loguer le moins de données possible. Notre postulat de base, c'est on log que ce qui est strictement nécessaire pour que l'application et l'expérience utilisateur soit la plus optimale, et voilà, et on va essayer de moins loguer de données possible. Mais du coup, évidemment, donc quand on est dans une équipe back-end, la plupart de nos datas sont des datas de performance de nos serveurs, beaucoup de time series, donc de séries temporelles, sur par exemple le nombre de paquets audio et vidéo qu'on va relayer sur notre réseau par minute, etc. Donc, c'est des données agrégées sur toute notre infrastructure. Donc, on a ce genre de type de données très temporelles. Ensuite, on a des données qui vont être loguées par nos clients, donc par tout ce qui est tous les téléphones, les desktops, les iPads, etc. Qui vont être donc par exemple à la fin d'un appel, on va loguer quelle était la plateforme, Android, etc., iOS, le type d'app version, la durée de l'appel, enfin toutes ces stats-là qui correspondent à des événements qui peuvent survenir durant l'appel ou quand on envoie un message, etc. Et donc ça, c'est des données plus structurées qu'on va query avec du MySQL, ou voilà, des colonnes un peu plus structurées et basiques. Et après, on a toutes les données plus de log de nos machines, donc côté serveur et côté client aussi. Ces logs-là, ils restent sur le client, sauf quand l'utilisateur va demander au support WhatsApp de réagir parce qu'il y a eu un problème ou quelque chose comme ça. Là, il peut donner ses logs qui sont sur son téléphone. D'accord. Dans l'application WhatsApp, il y a des logs qui ne sont pas accessibles par la maison mère tant que c'est pas une requête de l'utilisateur. Voilà, c'est ça. Alors, comment vous êtes organisé pour traiter la donnée chez WhatsApp ? Donc en fait, on a toujours dans des équipes, les équipes sont structurées d'une certaine manière. En fait, on a des équipes pure software engineering qui en fait historiquement ont pas trop une culture très data driven. C'est plutôt des hardcore software engineers qui sont très infrastructure et qui vont pas être très data driven. Après, on a des équipes de data scientists
sont donc dispatchés un peu dans ces équipes infrastructures ils vont essayer d'apporter toute cette vision data à l'équipe. Donc ça, c'est plutôt côté infrastructure. Et après, on a les équipes produits, donc qui vont par exemple bosser sur, je sais pas, le statut WhatsApp. Donc c'est comme les stories WhatsApp, quoi. Donc on a une équipe story WhatsApp et dedans, elles sont structurées toujours avec quelques software engineers, quelques data scientists, quelques product managers, quelques engineering managers, etc. Et en fait, ils vont tous bosser sur différentes dimensions pour que le produit soit un succès auprès des utilisateurs. Et donc là, les data scientists vont directement intervenir sur la growth, comment on va utiliser les analytics et les data pour prédire quel segment attaquer, etc. Alors qu'en infrastructure, on va plus utiliser les données pour améliorer nos systèmes, faire en sorte qu'ils soient plus efficients et qu'on ait meilleure reliability. Et voilà, tout ce genre de concepts. Concrètement, nos données, quand on est... c'est quand même une application qui est mondiale, les serveurs, il y en a un peu partout. Comment est-ce que, physiquement, finalement, comment est-ce qu'elles sont réparties comment ça se passe quand on a une application de messagerie mondiale, donc avec mécaniquement des gens qui vont communiquer dans des zones très différentes. Comment on répartit sur les serveurs? En fait, donc dans Meta, on a plein d'équipes différentes qui vont bosser sur le life cycle des données, que ça soit dans comment on les extrait. Donc ça peut être, on peut les extraire des clients qui run WhatsApp ou des serveurs qui font tourner le back-end, etc. Donc comment on donne les outils aux développeurs qui sont dans ces équipes back-end ou front-end pour loguer les données intéressantes qui permettraient d'avoir plus de growth dans nos produits. Ensuite, une fois qu'on donne ces outils pour loguer, il faut savoir où est-ce qu'on va les mettre, ces données. Et donc ça, on a des teams entières qui s'occupent sur gérer toutes les databases qu'on va utiliser pour storer ces données. Après, on a différents types de storage. On a des storages qui ont une rétention assez courte, en fait. Et du coup, on va avoir une granularité super précise. Mais voilà, c'est des storages qui coûtent plus cher parce que c'est pas en disque, c'est en RAM, etc. Après, on a les cold storage, donc c'est les données, on a une rétention de plusieurs années, qui sont souvent des données, en fait, toujours des données agrégées. On veut pas avoir des données sur un utilisateur pendant très longtemps. D'ailleurs, il y a des régulations sur ça. Mais en revanche, d'avoir des données agrégées pour savoir comment WhatsApp grow dans les 5 dernières années, etc. Ça, c'est des données qu'on est obligé d'avoir même quand on est une entreprise publique. Et les messages eux-mêmes, les messages, ils sont stockés où? Et les messages, ils sont pas stockés, en fait. Les messages, ils sont... Donc, en fait, ils sont... Bon, déjà, le message, il est complètement encrypté. Bon, ça, on en reparlera peut-être après, mais ils sont potentiellement stockés quand, par exemple, tu es offline. T'éteins ton téléphone. Quand tu le rallumes, ton message, il va arriver. Donc, c'est-à-dire qu'il a été stocké quelque part dans le back-end. Donc là, on n'a pas le choix. On est obligé de le stocker, sinon on perd le message. Mais sinon, le message, il est, si tu es en online, il est, l'appel évidemment, il est juste relayé par nos serveurs entre A et B. Si tu envoies un message entre personne A vers personne B. Et pour les appels, si t'es pas. Donc, il est offline, il est pas sur le téléphone après le message. Voilà, après le message il est sur le téléphone et décrypté par le téléphone. D'accord. Mais alors quand on utilise les web WhatsApp et que du coup il y a une synchronisation des messages ou quand on utilise, alors je crois qu'il y a une fonctionnalité de sauvegarde sur une sorte de cloud des messages historiques, etc. Backup encrypté. Là du coup, là le message est stocké comment? Là, tu peux, en gros, c'est pas trop mon domaine d'expertise, mais tu peux activer les backups avec ton cloud provider. Donc, ça peut être avec Cloud, Drive, ou je sais pas s'ils ont fait intégration Drive, mais bref, tu choisis ton cloud provider. Et WhatsApp, ils vont encrypter les données sur ton cloud et tu vas pouvoir restaurer. Donc, c'est des backups encryptés. Donc, si Apple se fait hacker, les hackers n'auront pas accès à tout l'historique de tes messages. Et après, quand tu peux restaurer ton WhatsApp, tu peux avoir accès à tous tes historiques. Ouais, donc ça, c'est le backup, c'est vraiment indépendant. Et après, sur la synchronisation du web et de l'app mobile, comment est-ce que les messages sont synchronisés entre les deux? Donc là, pareil,
là aussi, c'est pas trop mon domaine d'expertise, mais ils utilisent le même modèle que quand tu es offline, où tu as une queue, un historique des messages encryptés qui est logué, qui va être ensuite dispatché sur tous tes devices quand ils redeviennent online et synchronisés entre les multi-devices. Ok. Alors, quels sont les plus grands enjeux pour vous en général chez WhatsApp? Continuité de service, confidentialité, quelles sont les choses qui reviennent le plus chez vous? Bah, en fait, on est assez consistant là-dessus. On a 3 grandes valeurs. C'est qu'on va être une app simple, reliable et secure. Bon, j'utilise beaucoup de termes anglais, mais c'est le mantra un peu de WhatsApp. Ouais. Donc simple, je pense que ça se voit. C'est vraiment, on veut faire peu de choses, mais on veut le faire bien. On veut pas être une app qui est hyper complexe, clutter, et qui a plein de features qui sont peu utilisées, qui rendent l'app énorme et voilà. Donc du coup, on veut faire les choses simples. Du coup, c'est pour ça que c'est une app qui est très populaire dans les pays qui ont des infrastructures network moins bonnes que dans les pays occidentaux, etc. Parce que du coup, l'app, elle est très lightweight, elle pèse pas beaucoup, elle utilise peu de bandwidth, peu de batterie. Donc du coup, voilà, on se focus sur, quand on envoie un message, il doit arriver. Ouais. Quand tu fais un appel, on espère que ce soit de la meilleure qualité et qu'il marche. Et même si tu es dans des conditions avec un réseau pas incroyable. Et voilà. Donc ça, c'est côté simple. Secure, c'est une des premières apps avec un volume pareil qui utilise l'encryption de bout en bout. Donc ça, c'est un parti pris. Parce que et les gens s'en rendent peut-être pas très compte, mais c'est un énorme coût en ingénierie pour nous. D'accord. De maintenir cette sécurité. Est-ce qu'on peut la décrire rapidement, cette sécurité? Donc, quand tu dis de bout en bout, c'est du téléphone au téléphone. C'est ça. Donc, en gros, en fait, s'il y a un middleman, donc le middleman, ça peut être d'abord Facebook, Meta, qui voit le message encrypté, toujours, qui est passé entre A et B. Ou n'importe qui est sur le réseau Wi-Fi, par exemple. Qui arrive à prendre contrôle de ton réseau et du coup qui arrive à écouter tout ce qui se passe sur le réseau. Donc n'importe quel middleman, y compris Facebook, y compris Meta, en fait, ne peuvent rien faire parce que tout est encrypté et la seule personne qui puisse décrypter, c'est le client de l'autre côté, la personne qui t'envoie ton message. Et donc voilà, donc ça c'est le chiffrement de bout en bout. Et en fait, la plupart des messageries, c'est pas de bout en bout, mais c'est hop by hop. Donc c'est genre entre toi et le serveur, c'est encrypté. Et le serveur, il a les clés de décryption. Et après, il réencrypte pour l'envoyer sur l'autre hop, sur l'autre personne. Donc du coup, s'il y a un middleman entre les deux hops, c'est bon. Mais si le serveur central se fait hacker, ils ont accès au contenu de tes messages, etc. Donc là, dans le chiffrement de bout en bout, tu as ce safety net qui est genre, la seule personne qui a accès, c'est l'autre personne, et il faut prendre son téléphone pour lire les messages. Et la complexité d'ingénierie, c'est dans la gestion des clés. Voilà. J'imagine notamment le problème dont on vient de parler juste Exactement. avant, la synchronisation avec le web. Exactement. Il va falloir partager la clé. Exactement. Et les clés, donc en fait, ça paraît, c'est des sujets très, très pointus en cryptographie, etc. D'ailleurs, pour ceux qui veulent plus de détails, il y a le white paper de WhatsApp sur l'encryption, donc qui est genre un PDF de 20 pages qui décrit et qui est updaté régulièrement tous les 2 mois, enfin dès qu'il y a une update, sur comment on gère l'encryption, comment on gère les différents devices, donc toutes les questions sur multi-device et tout, c'est décrit très précisément là. Mais oui, donc il y a une complexité de key management, parce que chaque message va avoir une clé différente. Donc si la clé est compromise pour l'ancien message, et le nouveau message il est quand même protégé parce qu'il y a une nouvelle clé. Et donc voilà, c'est assez complexe. Ça donne ça rajoute une complexité engineering et aussi en termes de performance. Ça va peut-être consommer plus de batterie sur ton portable, plus de serveurs, CPU cycles, etc. sur notre infrastructure. Mais voilà, mais c'est pour assurer le côté privacy secure de l'app sur cette dimension-là. Alors, est-ce que vous faites du machine learning chez WhatsApp? Et si oui, on en parle. Non, carrément. Il y a
Il y a évidemment plein d'applications de machine learning dans WhatsApp. Je pense une des plus importantes, ça va être tout ce qui est integrity. Donc, c'est en fait tout ce qui a rapport à spam detection, faire en sorte que tu reçoives pas plein de textos de spammy que tu ne veux pas recevoir, etc. Aussi de bad detector, donc bad actor. Donc, on arrive à détecter les gens qui abusent de la plateforme, qui vont avoir par exemple un discours violent. Voilà. On va pas pouvoir détecter le discours, parce qu'évidemment, on n'a pas accès au discours, mais on a d'autres proxys. Par exemple, si la personne est reportée par plein d'utilisateurs différents en un temps court, et ben on va pouvoir bloquer la personne, etc. Donc ce genre de vertical, évidemment, on utilise beaucoup de concepts de machine learning. Après, on a du machine learning un peu plus en interne pour nos opérations au jour le jour. Par exemple, moi, si je suis d'astreinte sur les appels WhatsApp cette semaine, en fait, on va on a des algorithmes qui vont monitor les séries temporelles de comment le système va. En fait, on a des KPI par exemple, le nombre d'appels par minute. Voilà, on le log mondialement, etc. Et si jamais il y a un énorme dip et tout s'effondre d'un coup, on a des détecteurs qui vont automatiquement flaguer le truc et nous appeler la personne d'astreinte pour qu'elle se réveille et regarde ce qui se passe. Donc ça, c'est plus les outils en interne pour que l'app soit reliable et tourne bien. Aussi, dans le type d'outils en interne, pour tout ce qui est les A/B testing, quand on va tester des nouveaux features, etc., on a des technos d'ailleurs qui sont développés par des teams dans Meta qui vont nous aider à faire du parameter tuning plus efficace. Savoir, par exemple, si tu as plein de choix de paramètres, comment tu fais ton search. Au lieu de faire un random grid search, tu le fais de manière plus intelligente. Donc ça, c'est complètement abstract away par cette team-là qui va nous donner des outils pour nous dire le prochain parameter search, tu utilises ces paramètres, a priori, c'est plus likely que ça te donne un meilleur objective metric pour ce que tu traques. Dans quel cadre on optimise quoi là Par exemple, tu veux optimiser... je prends un exemple sur les appels WhatsApp. T'as un algorithme qui va adapter la qualité de la vidéo que t'envoies de l'autre côté. Et du coup, t'as toujours un trade-off entre si t'envoies une super bonne qualité, t'envoies beaucoup plus de données à l'autre, mais ça se trouve l'autre, il a un mauvais network. Ouais. Et du coup, il va créer de la congestion et ça va créer des vidéos freeze, mauvaise qualité d'appel, etc. Et du coup, tu dois toujours adapter le nombre de bits que t'envoies et donc la qualité de la vidéo et de l'audio en fonction du network. Si le Wi-Fi, tout d'un coup, il passe en 4G, enfin, tu passes en 4G, ou la personne est en voiture et ça marche pas. Et donc, du coup, on a des algorithmes qui vont toujours essayer de probe le network, savoir dans quel network on est, et ensuite adapter la qualité que tu envoies. Et donc ça, typiquement, il y a des algorithmes de machine learning qui sont online, en fait, qui sont on-device sur le client, qui vont permettre que tu envoies le meilleur bitrate, que tu utilises la bandwidth le plus optimalement possible. Donc ça, c'est juste un exemple. Ouais. Oui, parce que finalement, une des conséquences de cette encryption, c'est que une fois que l'image est envoyée en bonne qualité, on peut pas côté serveur dire on va l'envoyer compressé de l'autre côté parce que le réseau est pourri. Ouais. On est obligé de demander au device d'envoyer directement le bon niveau de compression. Ouais, exactement. Et ça c'est quelque chose en fait qui est en fait, on s'en rend pas compte en fait. Là tu vois le point, mais la plupart des gens ils s'en rendent pas compte en fait que tous les problématiques engineering que ça donne en fait. Par exemple, sur un appel de groupe, toi tu vas envoyer ton flux audio-vidéo, le serveur va l'envoyer aux N-1 personnes avec qui tu es dans le groupe. Chaque personne va envoyer son flux. Tu pourras avoir le serveur qui met tous les flux ensemble et les envoie. Du coup, tu n'as qu'un flux à envoyer. Mais comme là, c'est l'encryption, tu ne peux pas fusionner les flux vidéo et audio de toutes les personnes ensemble, les N-1 personnes à qui tu parles, en un flux, tu vois. Là, tu es obligé d'envoyer le flux N-1 flux à chaque personne. Parce que quand on s'adresse à quelqu'un, on s'adresse à lui en ayant encodé avec sa clé publique. Ouais. Et chaque interlocuteur a une clé publique différente. Ouais. Donc on envoie autant de flux qu'il y a d'interlocuteurs, quoi. On n'a pas d'autre moyen. Et tu décryptes avec ta clé private, ta private key, qui t'appartient qu'à toi et qui est sur ton device. Donc en termes de volume de données, sur un appel de groupe, on a beaucoup plus... Enfin,
Ça fait autant de fois plus de données qu'il y a d'utilisateurs, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu peux pas faire de ce genre de truc que tu disais où le serveur va changer le flux audio et vidéo pour scale, changer la qualité intelligemment. Parce que ce client-là, il a vraiment un network horrible, etc. Donc on est obligé de prendre celui qui a le réseau le plus pourri et de s'adapter à lui. Tout le monde aura la même qualité. Du coup, là, justement, on développe des techniques pour éviter qu'il y ait one leg qui soit le bottleneck. Que genre, tu t'adaptes à la pire leg de ton call. Donc, par exemple, pour faire ça, on va avoir, ça s'appelle simulcast, et c'est des techniques où chaque téléphone va envoyer plusieurs flux. Un flux HD, haute définition, et un flux low résolution. Et ensuite, le serveur va, en fonction du network de chaque personne, forward le bon flux. Du coup, les personnes qui sont en bon network, ils vont pas en pâtir que monsieur B, il est un network horrible. Ok. Donc voilà, donc c'est des techniques comme ça où le serveur peut intervenir, mais tout en ne touchant pas au flux audio et vidéo, parce que dans tous les cas, pour lui, c'est du charabia. Alors, est-ce que tu peux nous donner un exemple de décision business concrète qui est prise grâce à l'analyse des données chez WhatsApp? Ouais. Donc je vais aussi là encore prendre les appels WhatsApp comme exemple. Donc en fait, on a un dataset qu'on a build récemment d'ailleurs en fait le volume d'appels par zone géographique. Donc et on a en fait une espèce d'énorme matrice avec toutes les paires possibles de zones géographiques et voir en fait lesquelles s'appellent le plus. Est-ce que c'est entre New York et New Delhi ou est-ce que, enfin voilà. Après la granularité, c'est une zone géographique de type ville ou un peu plus gros qu'une ville. On n'est pas à traquer les gens, on peut pas savoir de toute façon. Sur Monsieur A et Monsieur B s'appellent beaucoup, etc. Là, c'est 2 zones géographiques qui s'appellent beaucoup. Et du coup, on utilise ces données pour drive les futurs investissements dans notre infrastructure. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce qu'on va, le prochain data center qu'on va créer, où est-ce qu'on va le créer? On va peut-être le créer à cet endroit-là parce que la demande d'appel est très élevée et que du coup, comme on est proche des gens, on peut relayer les appels très rapidement et avoir une latency super bonne. Ça peut être des investissements sur le network. Est-ce qu'on va déployer de la fibre optique entre 2 data centers parce que ces 2 data centers, on parle beaucoup entre eux. Enfin, il y a beaucoup de trafic entre les deux. Voilà, donc ça, c'est juste une épingle. Je parle des appels WhatsApp, mais comme on partage cette infrastructure avec toutes les autres applications de Meta, donc ça peut être le download de vidéos, audio, tout ce que fait Meta. On est juste un input sur leur énorme capacity planning qui, à la fin, dit on va investir des milliards dans tant de data centers et c'est des plans sur 3-4 ans. Donc, il faut avoir du forecasting aussi sur le long terme. Ok. T'as dit, vous avez une information sur le trafic, mais vous pouvez pas savoir que Monsieur A et Monsieur B s'appellent régulièrement. Pourquoi? Parce que ça, c'est l'information de qui appelle qui, ça, vous l'avez, peu importe le chiffrement. Donc ça, en fait, c'est une information qu'on ne log pas. Donc, qui appelle qui, on n'a pas l'information. Enfin, en fait, on a l'information au moment où un appel a lieu. Si c'est en gros, un appel peut avoir lieu et être lié de 2 manières différentes. Soit tu appelles la personne et ça passe par public internet. Du coup, c'est juste une communication directe sans serveur au milieu. Donc ça, c'est quand tu as une connexion Internet d'un certain type et que les 2 personnes peuvent se découvrir sur Internet et que la connexion directe est possible. Soit ça passe par un serveur, et donc ça fait un triangle. En gros, tu as un serveur au milieu. Donc du coup, en gros, quand ça passe par un serveur, le serveur, quand tu lui envoies des paquets audio et vidéo, il faut qu'il sache où est-ce qu'il va les envoyer. Donc évidemment, il est obligé d'avoir l'information en Internet, ça va envoyer à quelqu'un, c'est une IP adresse, donc adresse IP. Donc au moment d'un appel, on a les paires d'IP adresse, mais on peut pas savoir si c'est comment en fait cette IP, est-ce que c'est Monsieur A ou Monsieur B ou Monsieur C ou Monsieur, enfin, alors, on peut pas l'identifier. Donc c'est pour ça que je dis on ne sait pas qui appelle qui, parce qu'on sait quelles IP s'appellent, parce que sinon l'appel ne peut pas avoir lieu, mais on ne sait pas à qui correspondent, quels sont les utilisateurs derrière ces IP. Et même les couples d'IP qui se parlent, ça c'est pas du tout logué. Comme je te disais, le dataset qu'on fait, c'est on réduit la granularité pour passer à cette IP, elle correspond à cette zone géographique
je sais pas, Paris, métropole parisienne, voilà. Et ça, par exemple, on peut le loguer. Donc, à chaque fois, on essaie de loguer quelque chose qui est dézoomé, agrégé, parce qu'en fait, on a juste besoin de savoir ça. On n'a pas besoin de savoir que ces 2 IP, elles s'appellent beaucoup. Ça, c'est quelque chose qui est superflu. Et du coup, on veut toujours limiter notre collection de données à ce qui est utile à la fin pour la qualité de l'appel. Et qu'est-ce qui fait que vous êtes dans la situation appel direct via Internet entre 2 téléphones ou vous passez par un serveur WhatsApp au milieu? Ouais, bah là, en fait, c'est des concepts un peu de networking. Est-ce que t'as un routeur qui, en fait, va rendre ton adresse locale invisible aux yeux du monde. Et du coup, en gros, le peering entre les 2 personnes, direct P2P, peer-to-peer, ne marche pas. Ouais. Donc, en fait, c'est des types ça s'appelle NAT. Le concept, c'est Network Address Translation. C'est donc des routeurs qui vont transformer ton adresse en une adresse publiquement visible. Et en fait, cette transformation permet parfois en fait va casser le lien P2P qui va pas être possible entre 2 téléphones à cause de ce genre de translation. Et du coup, c'est pour ça que parfois on a besoin d'un serveur au milieu qui lui va pouvoir relier les paquets audio et vidéo entre les deux participants. Et voilà, il y a environ je pense qu'il y a entre 50 et 55% des appels qui doivent passer par un serveur, quelque chose comme ça. D'accord. Voilà. Mais sinon, je suis chez moi sur mon Wi-Fi, tu es chez toi sur ton Wi-Fi, on s'appelle via WhatsApp. C'est nos 2 routeurs Wi-Fi qui communiquent en direct. Ça peut être comme ça, ou ça peut passer par le... Ça dépend aussi de ton internet provider. Par exemple, SFR peut faire quelque chose, parce que ça va passer par ton routeur, et après ça va passer par le routeur central de SFR ou Orange ou je sais pas quoi, et peut-être que là, ils vont faire quelque chose qui va break le peer-to-peer connection. D'accord. Et du coup, à ce moment-là, en fait, on est toujours au début de l'appel, on va probe les 2 P2P, peer-to-peer, ou passer par le serveur. Et voilà, et on prend celle qui marche et le serveur, on sait que ça va toujours marcher. Donc c'est pour ça qu'on a toujours un serveur. Et toutes les apps qui font du voice over IP, donc VoIP, cette technologie d'appeler par Internet, utilisent ça parce qu'il n'y a pas de direct connection peer-to-peer. C'est pas assez fiable. Tout le temps. Ouais. Alors, quels sont les plus gros challenges que tu as connus chez WhatsApp depuis 4 ans? Je pense que, globalement, c'est tous les challenges liés à être dans une très grosse boîte. Même si WhatsApp, c'est quand même beaucoup plus petit que Meta. Mais quand même, il y a beaucoup de process, évidemment, beaucoup d'overhead là-dessus sur le temps qu'on va prendre à shipper des produits. Et je pense que les gens le voient, WhatsApp, ça évolue, mais ça prend plus de temps. On met plus de temps à avoir des nouveautés. Y a plein de gens qui me disent, mais alors, ça fait combien de temps qu'on veut WhatsApp sur iPad et en fait, qu'est-ce que vous faites voilà. Mais bref, et en fait, ça prend beaucoup plus de temps parce qu'on est dans une grosse boîte, mais aussi parce que on passe beaucoup de temps à être sûr que quand on ship quelque chose, ça marche, c'est reliable, c'est secure, c'est safe, etc. Donc je pense il peut y avoir, ça peut être aussi un pain point de mettre du temps à shipper des trucs, et parfois on voit les gens ils vont switcher sur d'autres apps parce qu'il manque quelque chose dans WhatsApp. Ça peut être les sondages. Bon, maintenant il y a les sondages, mais ça a mis du temps à arriver, voilà. Donc ça peut être une frustration, mais c'est un compromis évidemment avec la qualité du produit et surtout la scale. Quand on a 2 milliards d'appels par jour ou 3 milliards d'utilisateurs par mois, on est obligé de shipper quelque chose qui marche et d'itérer beaucoup avant pour être sûr qu'on a un produit de qualité avant. Et alors, quelles sont les particularités, t'en as cité une finalement, mais de travailler dans une boîte où il y a autant de volumétrie de données, autant d'appels, autant d'SMS, autant de messages, et qu'est-ce que ça impose dans son travail? Donc en fait, quand il y a un volume pareil, déjà on a une grande responsabilité. Là, on est par exemple dans l'équipe sur les appels WhatsApp, le back-end, on est 12 ou même 10. Et voilà, donc quand on est d'astreinte, on sait qu'on est un peu responsable, que voilà, il faut que ça marche, etc. Donc il y a responsabilité à cause de la scale. Il y a aussi
le fait qu'il y ait autant de données, autant d'utilisateurs, on doit être d'autant plus rigoureux pour voir les petites régressions qui peuvent arriver sur un petit segment. Mais en fait, quand on dit petit segment, en fait, le segment, c'est des millions et des millions de personnes, quoi. Et donc, du coup, avoir les outils en place pour pouvoir détecter quand, par exemple, cette version iOS en fait, marche plus du tout parce qu'on a telle feature côté serveur qui est sortie, qui break, qui est pas backward compatible ou forward compatible. Et du coup, ça casse complètement les appels WhatsApp pour tel petit segment de personnes. Donc voilà, donc en fait, c'est quand on a une scale pareille, en fait, voir des petites régressions comme ça, il faut qu'on ait les outils qui détectent ça. Et en fait, le problème, c'est que très rapidement, on peut avoir des faux positifs tout le temps, on va avoir des alertes sur tel petit segment qui ne va pas, etc. Et en fait, voilà, ces faux positifs, ils nous tuent aussi parce que du coup, on prête moins attention aux alertes qui arrivent. Donc, on est toujours obligé de fine-tune nos alertes pour être sûr que on est bien alerté par quelque chose qu'on a que des true positives. Donc voilà, donc ce fine-tuning, il est très dur à avoir quand tu as une scale pareille. Et voilà, je dirais c'est les responsabilités et aussi être sûr qu'on a un produit de qualité tout le temps sur tous les segments. Et quelles sont les particularités du travail dans une société qui a un niveau de sensibilité de la donnée aussi fort? Ouais, alors c'est pareil aussi, là il y a une grande responsabilité sur les données qu'on a. Donc pour ça, en fait, il y a beaucoup de process qui sont en interne développés et en fait, c'est aussi un push avec toutes les régulations qu'il y a pu avoir. Et d'ailleurs, l'Union européenne est un exemple en poussant des régulations, par exemple, sur la protection des données, RGPD. Donc ça, en fait, on est tout le temps, on a des audits de ce qu'on comply avec ces régulations. Mais en fait, on ne se contente pas juste d'être au niveau des régulations et de faire ce que les régulations nous disent. On va aussi beaucoup développer d'outils en interne qui vont permettre d'aller au-dessus du level de compliance qu'ils nous demandent et en fait automatiser et réduire le risque de privacy leaks ou voilà, de tous les risques de privacy en général par l'automation, parce qu'évidemment on a tellement de scale, on a tellement d'ingénieurs qui peuvent développer des outils que voilà, le seul moyen de gagner et de mitiguer avec le risque, c'est d'avoir un peu d'automation là-dessus. Donc on va avoir par exemple des crawlers qui vont regarder tout ce qu'on log, toutes les bases de données, voir s'il y a des données sensibles, les flaguer automatiquement, avoir directement le on-call, enfin la personne d'astreinte dans la team, regarder est-ce qu'on a vraiment besoin de loguer ça ou pas. À chaque fois qu'on lance un nouveau produit, ça peut être rajouter un bouton, ça peut être des tout petits trucs. On va avoir un process de privacy reviews où la personne doit décrire le produit, le feature, dire pour que le feature aille bien, qu'est-ce qu'on va loguer comme données, pourquoi on les log, à quoi ces données vont servir, quelle est la rétention de ces données. Et voilà. Et à chaque fois, il y a un comité d'experts qui va valider le projet. Et ça, c'est un prérequis pour maintenant tous nos projets. Et évidemment, ça nous ralentit un peu en tant qu'ingénieur et en tant que time to market pour ship les trucs, mais c'est des garde-fous inestimables qui nous permettent d'assurer que on délivre un produit safe et private. Sur le contenu du message, on sait qu'il est chiffré, mais est-ce que on peut en faire quelque chose? Est-ce que il y a une utilité pour WhatsApp? Est-ce que, par exemple, la taille ou est-ce que le contenu a une utilité ou le chiffrement le rend complètement inutile? Alors, moi, en tout cas, de ce que je sais, je pense pas qu'on ait aucune application sur le message. Mais c'est vrai on a des données sur le message. T'as raison, on voit la taille des paquets qu'on relaie ou la taille des messages, etc. Mais est-ce qu'on en infère quelque chose? Est-ce qu'on l'utilise pour quelque chose? Je ne pense pas. En tout cas, dans les appels audio et vidéo, pour nous, c'est du charabia. C'est juste, on a le paquet audio, on le relaie à la personne à qui tu veux l'envoyer. On fait rien d'autre dessus, ou à la limite, on va sélectionner le high res ou low res en fonction du network de la personne. Mais ça reste... on n'intervient pas dessus sur le content. Okay. Alors, qu'est-ce que tu préfères dans ton métier?
La scale, enfin ça on en a parlé un peu au début. Donc avoir shipper une ligne de code qui est exécutée des trillions de fois par seconde dans le monde entier sur des milliers des milliers de serveurs dans le monde entier. Donc ça c'est un sentiment d'accomplissement assez important. Et puis aussi le fait d'être sur des problèmes, en fait, avec une telle scale, on a des problèmes assez uniques. Je pense qu'il y a dans peu d'autres boîtes qu'on a et qui sont hyper intéressants à résoudre. Parce qu'un serveur qui crash, quand on en a des milliers, c'est quelque chose qui arrive tout le temps, en fait. Là, à l'instant où on parle, il y a 2 serveurs qui crashent parce que, je sais pas, la température est trop haute dans le data center ou des trucs comme ça, et on a un data center complet qui crash. Ouais. Comment on fait pour être sûr que notre truc est robuste, pour que les appels WhatsApp, bam, ils arrivent sur un autre data center automatiquement, ils détectent la failure. Et ça, c'est pour n'importe quel système. Donc, n'importe quelle feature de Meta. Donc ça, c'est des problèmes hyper intéressants à résoudre. Il y a pas mal de synergies, j'imagine, avec les autres fonctions de Meta. Ouais. On ne réinventez pas chacun dans son coin. Non. Le plus possible, on essaie d'avoir des abstractions communes. Donc, si on a besoin de telles fonctionnalités, par exemple des détecteurs de séries temporelles pour détecter les changements subis, les drops ou les grosses augmentations. Donc voilà, n'importe quel changement qui est bizarre par rapport à ce qu'on est habitué à avoir. Ça, c'est des modèles qui sont en fait développés par une équipe et qui en fait sont utilisés par n'importe quelle équipe dans Meta et WhatsApp y compris pour alerter les gens de call au bon moment. Donc voilà, évidemment il y a plein d'équipes Meta-wide qui développent des produits qui sont utilisés par tout Meta en général, tous les produits de Meta. Et quels sont les plus grands points de douleur, pain point? Ouais, les plus grands points de douleur, non mais je pense, je reviens à ce que je disais au début, c'est peut-être notre time to market qui en fait est assez ça peut être un peu plus lent que dans les petites boîtes évidemment, et c'est normal, c'est un trade-off. On peut pas tout avoir, on peut pas avoir un énorme scale et shipper des trucs super rapidement qui marchent direct. Donc ça serait peut-être le plus gros pain point, qui est en fait pas trop un pain point finalement, mais je pense qu'on pourrait peut-être faire mieux et shipper plus vite, en tout cas du côté de WhatsApp. Et voilà, il y a tout un effort côté engineering pour qu'est-ce qui nous ralentit, comment on peut faire en sorte d'avoir une culture pour shipper plus vite, tout en restant fidèle à nos valeurs, reliable. Ça serait la première valeur qui pourrait être impactée par augmenter la vitesse. Mais voilà, c'est un work in progress. Ok, alors est-ce que tu as une anecdote à nous partager? Alors par exemple, comme on commence la nouvelle année 2024, en fait, chaque année, pour WhatsApp, et même aussi pour les autres apps comme Messenger, le moment le plus chaud de l'année, c'est quand même le Nouvel An. Donc moi, comme ça fait 4 ans que je suis à WhatsApp, ça fait 4 ans que mes Nouvel An, ils sont... on va dire, j'ai toujours un œil sur l'ordinateur, et quand parfois même certains Nouvel An, je suis carrément d'astreinte et je suis responsable du Nouvel An. Ouais. Mais voilà, ce qui fait que le Nouvel An est un moment où c'est un stress test ultime pour notre produit, pour notre infrastructure. Et on voit des pics de consommation, d'utilisation de WhatsApp et Messenger aussi, qui sont de l'ordre du 5x, 6x sur... Voilà, une petite time window de 10 minutes où tout le monde va commencer à s'appeler, tout le monde va s'envoyer des messages, va s'envoyer des gifs de bonne année dans le monde entier. D'accord. 6 fois plus qu'en moyenne par rapport à avec un le temps... day over day, la comparaison le jour avant la même heure. Par exemple. Et ça dépend des pays. Il y a des pays qui sont font sur WhatsApp, comme l'Inde, Brésil, etc. Et d'autres où c'est un peu moins le cas. Mais on a de la chance qu'on n'ait pas une seule time zone. Heureusement, chacun célèbre son nouvel an à des moments différents. Donc on se prend pas un énorme pic une seule fois. Mais quand même, quand l'Inde célèbre son nouvel an, on se tient à la table, et croise les doigts et on regarde les chiffres, et à chaque fois on est impressionné. Mais alors qu'est-ce qui peut mal se passer ou c'est déjà mal passé dans ce genre de situation qui te demande, qui du coup te demande une action par exemple, on a déjà eu
On a déjà eu par exemple un problème, en fait, je pense que c'était il y a 2-3 ans, où on a eu beaucoup plus d'appels de groupe que d'appels one-on-one pendant le Nouvel An. Et en fait, on avait fait toutes nos projections de capacité, parce qu'évidemment, on a une préparation pour le Nouvel An. On sait que on a des data scientists qui bossent avec nous, qui nous disent on peut s'attendre à un 6x, 7x peak en Inde, dans ces clusters-là en Inde, voilà. Et donc, du coup, on sait à peu près à quoi s'attendre. Sauf qu'à chaque fois, on faisait des forecasts sur le trafic total. Sauf que le problème, c'est qu'en fait, les appels de groupe et les appels one-on-one, c'est pas du tout la même histoire. Là, un appel de groupe est beaucoup plus complexe, demande beaucoup plus de ressources côté serveur, et même côté client, mais on s'en fiche parce que les clients, ils sont distribués, chacun fait son truc. Mais côté serveur, ça nous demande beaucoup plus de complexité. Et du coup, rajouter une personne sur un appel de groupe, ça scale exponentiellement en termes de complexité, en termes de mémoire, CPU, etc. Et en fait, notre traffic mix entre one-on-one et groupe, qui est normalement, on va dire, 7% d'appels, c'est des appels de groupe, un truc comme ça. Pendant le Nouvel An, c'est passé à, je sais pas, je dis des chiffres comme ça, je m'en rappelle plus, mais 25% d'appels de groupe. Et du coup, en fait, notre une crise, que les appels de groupe, ils sont beaucoup plus expensive. C'est explosé. Voilà. Et donc ça a fait craquer certains serveurs. Et du coup, on n'a pas pu, certains appels de groupe, sur certaines zones géographiques, on n'a pas pu les honorer, quoi. Donc voilà, donc c'est des trucs comme ça où, en fait, généralement, on peut pas faire grand chose sur le moment parce que on parle de quelques minutes. Voilà, mais en fait, on bosse. Ce qu'on veut absolument éviter, c'est les cascading failures. Donc en gros, c'est vraiment il y a un truc qui crache et ça fait tout cracher, effet domino. Et du coup, on arrive à notre infrastructure et notre produit dans un état qui fait que on peut plus fonctionner correctement et ça impacte tous les autres. Ça impacte la prochaine heure d'appel, toutes les 2 prochaines heures, etc. Donc on va absolument faire en sorte que construire nos systèmes pour qu'ils soient résilients sur ça et qu'automatiquement ils puissent recover de ce genre de crash et qu'ils soient très distribués et très indépendants par rapport à ça. Et voilà, l'objectif à la fin, c'est Nouvel An, de rien avoir à faire, rien avoir à grader et faire en sorte que tout marche bien. Et alors, pendant le Covid, t'avais une anecdote à raconter? Ouais, aussi, voilà, un autre truc intéressant, donc c'est aussi pareil sur les usages de WhatsApp. Donc pendant le Covid, donc ça a commencé, c'était quand, 2019, 2020, je sais plus. Il y a eu des pics d'usage qu'on avait en fait d'un coup. Donc évidemment on n'avait pas du tout prévu le Covid en tout cas déjà, et on a vu pareil comme un Nouvel An, mais un Nouvel An long, quoi. Donc encore pire. Et donc là, pour le coup, c'était pas le passage à la nouvelle année qui créait les pics d'usage, c'était les décrets de confinement. Donc quand l'Italie a commencé à dire vas-y, confinement pour tout le monde, bam, on voit le truc. Dans les minutes qui ont suivi. Peut-être pas dans les minutes, mais au moins la granularité, ça pourrait être le jour. On voit clairement un énorme shift. Pareil en France. Et donc voilà, on voyait chaque pays, vraiment, on pouvait regarder le graphe, on peut dire, OK, on sait quand est-ce qu'a été prononcé l'ordre du confinement. Et en fait, ça a été un peu un grand moment pour nous parce qu'on a... Bon, déjà, on sentait qu'on pouvait connecter les gens à distance et donc c'était une mission encore plus importante à l'époque. Et aussi, en tout cas, on le voit dans les stats, c'est un peu... ça nous a permis de prendre des parts de marché aussi. Et aussi changer le comportement des gens qui peuvent en fait utiliser plus souvent les appels vidéo, faire plus souvent des appels de groupe. Et donc, ça a enclenché une dynamique qu'on n'aurait peut-être pas pu avoir, ou en tout cas qu'on aurait peut-être pu avoir avec un énorme prix d'acquisition. Voilà, et qu'on a eu gratuitement grâce, il faut trouver au moins quelque chose de positif au Covid, grâce à ça. Et puis voilà, et d'un côté ingénierie, c'était un grand moment parce que d'un coup, on a dû rajouter des serveurs voilà, et faire en sorte que ça marche. Et ouais, il y a un sentiment d'urgence assez intéressant. Alors, tu me parlais de matchs de foot pendant lesquels on peut aussi voir en fonction de l'audience le score. Ouais, ça j'ai un moment après la Coupe du Monde, je regardais un peu nos graphes. On a des graphes de trafic par pays, nombre d'appels, messages, etc.
Et en fait, je sais pas, à un moment, je regardais pour rigoler, juste le graphe Argentine-France pour la Coupe du Monde. Bon, c'est un peu de mauvais souvenirs, et en fait, on voit des dents de scie à chaque but. Mi-temps, un énorme dent de scie. Et donc, évidemment, quand je dis dent de scie, c'est un pic d'usage au moment où la mi-temps commence. Au moment où il y a un but, tir au but pareil, on voit des petites dents de scie avec des pics un peu plus petits parce que c'est plus high frequency. Et voilà, et donc vraiment on peut regarder le graphe et se dire il y a 4-3, il y a 3-0. Mais on peut connaître l'équipe. Comment tu sais quelle équipe a marqué? Tu vois, quand l'équipe qui marque, généralement a un truc en énorme dent de scie, plus élevé que l'équipe qui prend le but. Tu vois quand même l'équipe qui prend le but, une augmentation de trafic. Mais voilà, en regardant les deux time series, tu peux voir qui a marqué, qui a pas marqué en fonction de. On célèbre plus que on va s'appeler pour dire que qu'on a la haine contre le joueur, contre l'équipe. C'est ça, on est plus positif quand on a besoin de plus partager quand quelque chose de bien arrive, j'ai l'impression. En tout cas dans les matchs de foot, et voilà, enfin c'est une petite anecdote, mais on le voyait avec tous les pays, quoi. À chaque match de Coupe du Monde, un engagement énorme. Quels sont tes prochains chantiers chez WhatsApp? Donc là, on a pas mal de projets autour de augmenter la qualité des appels. Et donc ça, en fait, ça passe aussi par comment on route les trafics. On route les trafics entre le paquet, le audio et vidéo. Quelle est sa journey? Où est-ce qu'il va aller? Par quel serveur, etc. Comment on optimise ça? Parce qu'on a des serveurs dans le monde entier. Comment on te donne, en fait, quand tu commences un appel, on va te donner un pool de serveurs que tu peux utiliser pour passer ton appel. Et après, les clients, ils vont avoir un algorithme distribué entre les deux clients pour sélectionner le meilleur serveur. Donc là, on a tout un projet. Donc, comment on va améliorer notre sélection de serveurs pour améliorer la qualité de l'appel. Donc, le mieux, c'est le serveur qui est le plus proche de toi. Et parfois, le serveur le plus proche, c'est pas le meilleur non plus parce que les deux serveurs que tu vas utiliser sont pas bien connectés, etc. Donc bref, on a un peu des problèmes de graphe un peu pour router nos appels au bon endroit pour améliorer la qualité en général. D'accord. Bon courage et merci Éloi. Merci Marc.